Pour la série des allocutions, je voudrais appeler à ce pupitre le représentant de M. le maire de la commune de Yamoussoukro. Monsieur le secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny, professeur Jean-Noël Boukou. Messieurs les professeurs des universités Félix Houphouët-Boigny et Alassane Ouattara. Maître Stéphane Richemont, représentant de la famille Auguste Denis. Chers étudiants et élèves, amis de la presse, mesdames et messieurs. C'est avec un grand honneur, doublé d'un grand plaisir, que je prends la parole ce matin devant cette auguste assemblée. Au nom du maire de la commune de Yamoussoukro, j'ai nommé M. Kwaku Nyangwe Jean et du conseil municipal qu'il préside. Comme il y a des traditions en pareille circonstance, nous vous souhaitons le traditionnel Akwaba. Akwaba, bienvenue donc ici à Yamoussoukro, Yamoussoukro, terre de paix, terre d'unité et de fraternité. Le maire de la commune aurait bien voulu assister personnellement à cette rencontre, car ce thème le concerne à plusieurs titres. Mais des contraintes d'ordre professionnel le retiennent actuellement hors de la cité. Toutefois, il a tenu à être présent à travers ma personne pour manifester le grand intérêt qu'il porte à la grande famille Auguste Denis, qui est aussi sa famille. Ainsi donc, en son nom et au nom du conseil municipal, voudrais-je vous remercier du choix judicieux que vous avez porté sur notre belle cité pour aboutir cette importante réunion dans cette salle pleine de symboles. Savoir que l'on consacre toute une journée d'études en hommage au président Auguste Denis me réjouit énormément. Non seulement en tant qu'intellectuel, mais aussi en tant qu'enfant de ce pays. En effet, pendant longtemps, nous avons laissé l'écriture de notre histoire à d'autres, et cela pendant des siècles. Et suivant cette logique, ce qui devait arriver arriva. Une personnalité politique de haut rang de ce monde est allée jusqu'à affirmer, je le paraphrase, que l'homme noir africain n'est pas assez entré dans l'histoire de ce monde. Cette affirmation a entraîné un nombre de chocs dans toute l'Afrique noire. Mais malheureusement, c'est ce qui arrive lorsqu'on laisse la charge de son histoire aux autres. Mesdames et messieurs, les grands historiens, les grands hommes d'histoire foisonnent dans toute l'Afrique. Et les grands historiens, il y en a même ici en Côte d'Ivoire. Je parlerai tout simplement de la grande chancelière, Mme Henriette Dabaté, du professeur Pierre Kilfré, et de notre grand maître Jean-Noël Boukou, éminent professeur d'histoire et secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny, que je demande d'applaudir pour tous les. Nous en sommes même très fiers. Qui était Houphouët-Boigny? Qui était Philippe Grégoire Yassé? Qui était Mamadou Koulibaly? Mais qui était donc Auguste Denis? Enfant, à la télévision, je voyais ce monsieur, un peu âgé, affable, taciturne, à la peau bronzée, toujours auprès d'Houphouët-Boigny. Mais qui était Auguste Denis, fidèle compagnon d'Houphouët-Boigny? Je ne répondrai pas à cette question. D'ailleurs, je n'ai même pas les éléments pour y répondre. Ce matin, je redeviens tout simplement étudiant. Je suis venu avec mon calepin, mon stylo, ma gomme, pour écouter le professeur et les sachant parler. Mais professeur, qui était vraiment Auguste Denis? Dites-le nous, enseignez-nous. Je suis à l'écoute. Nous sommes à l'écoute. Je vous remercie. L'entente de Monsieur le préfet de région, préfet du département de Yamoussoukro, Monsieur le représentant de Monsieur le maire de la commune de Yamoussoukro, Maître Stéphane Richemont, distingué membre de la grande famille Auguste Denis, Monsieur le vice-doyen de l'UFR Sciences de l'Homme et de la Société de l'Université Félix Houphouët-Boigny, chers collègues, enseignants-chercheurs et chercheurs, chers élèves et étudiants,
professionnels des médias publics et privés, honorables invités, mesdames, messieurs, la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix est heureuse d'accueillir ce samedi 30 novembre 2019 d'éminentes personnalités politiques, administratives, universitaires et coutumières à l'occasion de la journée d'études en hommage au président Auguste Denis, homme d'État ivoirien et compagnon de route du président Félix Houphouët-Boigny. J'ai grand plaisir à vous souhaiter, au nom de tous les membres de notre fondation et à mon nom personnel, la cordiale bienvenue et un agréable séjour dans cette cité de paix qu'est Yamoussoukro. Mes premiers mots de remerciement s'adressent aux membres de la famille Auguste Denis, qui ont non seulement approuvé la tenue de cette journée, mais aussi se sont impliqués activement dans sa mise en œuvre. Je voudrais saluer et remercier tout particulièrement Maître Stéphane Richemont pour son engagement personnel et sa participation active aux préparatifs. Je souhaite qu'on l'applaudisse très fort. Merci. Je salue également les membres de la famille Bani, des familles alliées et amies ici représentées. Je salue avec déférence les éminentes personnalités qui ont fait le déplacement à la Fondation. Vous me permettrez d'exprimer toute notre gratitude à nos collègues enseignants, chercheurs et chercheurs des départements d'histoire des universités publiques de Côte d'Ivoire, notamment l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Alassane Ouattara de Boaké, Jean-Louis Guédé de Dalor. Chers collègues, vous nous faites toujours l'honneur et l'amitié de participer à toutes les activités scientifiques et culturelles de la Fondation. Soyez-en vivement remerciés. Je souhaite qu'on applaudisse mes collègues. Merci. Avec une mention particulière au professeur Nguessan Mahomet et au docteur Yao Marcel qui ont organisé de bout en bout cette journée d'études avec nous. Je félicite les étudiants de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny qui sont toujours présents et les élèves du pédagogue. Je remercie enfin tous nos honorables invités qui ont bien voulu répondre à notre appel. Mesdames, Messieurs, la Fondation, selon la volonté de son généreux donateur, Félix Houphouët-Boigny, a pour objectif principal d'être un centre de réflexion et de recherche sur la paix et de contribuer à une meilleure connaissance de l'histoire des peuples africains et de leur lutte pour la liberté et la justice. Cette histoire est jalonnée de grands hommes et de femmes de tête dont l'action historique, voire la légende, mérite d'être connue de tous. Nous avons déjà organisé des journées d'études, des séminaires et des colloques. Nous avons publié des articles scientifiques, des ouvrages sur Félix Houphouët-Boigny. Mais l'action du Père de la Nation n'a été possible et ne se peut comprendre que par le concours de ses compagnons de route, de ceux que l'on peut considérer à juste titre comme les pères fondateurs de la Côte d'Ivoire moderne. C'est pourquoi nous avons décidé de faire mieux connaître ces autres personnages de notre histoire. Et nous avons choisi de commencer par le président Auguste Denis, véritable alter ego de Félix Houphouët-Boigny, son confrère médecin, son compagnon de lutte. Les nombreux jeunes qui sont dans cette salle entendent sans doute pour la première fois ce nom. À l'heure de charge, il faut dire que les livres d'histoire n'en parlent pas. Seul un stade dans la ville de San Pedro et une rue à Abidjan portent ce nom. Et pourtant, Auguste Denis est un personnage emblématique, symbole de notre lutte anticoloniale et de l'élaboration de notre nation. Il fut le premier secrétaire général du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDR, parti de la lutte anticoloniale et nationaliste, dès sa création en avril 1946. Il le restera jusqu'en 1959.
Il conduisit l'importante délégation ivoirienne au congrès constitutif du Rassemblement démocratique africain, RDA, en octobre 1946 à Bamako. Ce RDA qui allait permettre la décolonisation de l'Afrique d'expression française. Auguste Denis n'échappa pas à la loi de son destin, qui voulut qu'il fût le premier dans l'élaboration de notre nation, premier président du Conseil général, première assemblée parlementaire ivoirienne, premier vice-président et élu du Conseil de gouvernement en 1957, président du gouvernement provisoire de la République ivoirienne qu'il eut l'honneur de proclamer le 4 décembre 1958, premier ministre d'État de la Côte d'Ivoire indépendante. Et pendant 3 décennies, il assuma à plusieurs reprises les fonctions de président de la République par intérim, fonction que tout son parcours politique avait préparé à exercer. Dans la préface de la biographie que mes jeunes collègues Yao Marcel Kwaku et Yao Frédéric Kouane lui ont consacrée en 2016, j'écrivais ces lignes. Au panthéon de nos héros nationaux, Auguste Denis doit avoir la juste place qu'il a méritée par son engagement politique réussi, son nationalisme et son patriotisme, ses vertus d'homme de bien et d'honneur. Il est juste d'honorer la mémoire de cet homme d'élite et de le préserver de l'oubli, car il incarna en son temps une part de l'honneur de la Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, en choisissant comme thème d'étude la figure historique du président Auguste Denis, il s'agit pour nous non seulement de mettre en lumière un personnage de notre histoire nationale, mais aussi de réfléchir sur la place du personnage historique, de la place de l'individu dans l'histoire, question qui a été et est toujours sujette à débat au sein de l'historiographie française et mondiale. L'histoire est-elle celle du personnage ou celle des masses? Quelle fonction dans l'histoire? Pour quel type d'histoire? C'est tout l'enjeu de cette rencontre scientifique, dont les résultats contribueront à apporter quelques nouvelles réponses. Les travaux de cette journée s'articuleront autour de 2 panels. Le premier panel, qui occupera toute la matinée, sera consacré à Auguste Denis, l'homme politique. Il aura pour modérateur le professeur Kwadio Bessan. Le second panel, dans l'après-midi, portera sur le gouvernement d'Auguste Denis face aux défis économiques et sociaux de 1957 à 1959. Le professeur Golé Kofi Antoine en sera le modérateur. Je ne doute pas de la richesse de vos contributions. Je renouvelle à tous les participants de cette journée notre profonde gratitude pour leur présence et pour leur contribution. Je vous remercie. Monsieur le représentant du préfet, Monsieur le représentant du maire de la commune de Yamoussoukro, Messieurs les professeurs, chers étudiants, Mesdames et Messieurs, chers parents, en ma qualité de petite fille, je prends la parole ce matin au nom de la famille Denise en ce jour mémorable. Akwaba, à Yamoussoukro, ville située à quelques kilomètres d'Assoufoué, village du président Auguste Denis. Permettez-moi, avant de commencer mon propos, de témoigner toute notre reconnaissance à la Fondation Houphouët-Boigny, qui organise cette journée d'études en hommage au président Auguste Denis. Nous remercions particulièrement le professeur Jean-Noël Boukou, secrétaire général de la dite institution, qui a bien voulu marquer un point d'honneur au président Auguste Denis, qui aura beaucoup fait dans notre pays, mais qui reste encore méconnu de l'ensemble des Ivoiriens, surtout des nouvelles générations. Professeur, dans l'ouvrage inédit Auguste Denis, homme d'État, Ivoirien méconnu, vous avez écrit:
je cite, « Trois traits principaux de la vie remarquable d'Auguste Denisle doivent inspirer encore. Une vie professionnelle digne d'éloge, un patriotisme sans compromission, un engagement politique qui sut conjuguer l'éthique de la responsabilité et de la fidélité. » Plus loin, vous avez mentionné, je reprends ce que vous disiez tout à l'heure, qu'au panthéon de nos héros nationaux, Auguste Denisle doit avoir la juste place qu'il a méritée par son engagement politique réussi, son nationalisme et son patriotisme, ses vertus d'homme de bien et d'honneur. Ces quelques mots forts traduisent tout le sens de la journée qui est consacrée aujourd'hui à celui qui est reconnu comme l'alter ego et compagnon de lutte de Félix Houphouët-Boigny. Au nom de la famille, j'exprime notre gratitude aux académiciens qui ont bien voulu vous accompagner dans l'organisation de cette rencontre scientifique de haut niveau. La famille remercie sincèrement les professeurs et étudiants venus de l'Université de Côte d'Ivoire et d'ailleurs, qui présenteront des communications ou qui animeront les débats. Grâce à vos réflexions, chers académiciens, Auguste Denisle restera gravé dans les mémoires. Ainsi, pour paraphraser le professeur Tiako Carlo, je puis dire que le président Auguste Denisle, par sa vie, est un symbole, une référence qui mérite d'être connue et proposée comme modèle à imiter aux jeunes générations. La famille Denisle traduit toute sa reconnaissance au docteur Yao Marcel Kouabou et à M. Yao Frédéric Kwame, auteur de l'ouvrage susmentionné, pour cette heureuse initiative qui a permis de révéler l'histoire de ce grand serviteur d'État. Nous vous souhaitons plein succès dans vos échanges et que le Tout-Puissant vous bénisse. Je vous remercie. Pour les mots d'ouverture. Mesdames et messieurs, les représentants de la famille Auguste Denisle, représentés par Maître Stéphane Richemont. Mesdames et messieurs, Monsieur le préfet avait voulu lui-même assister à cette cérémonie d'hommage au président Auguste Denisle. Il était un voyage qu'il a fait de se retrouver à Abidjan ce matin. Il m'a donc dépêché de le représenter. C'est ainsi qu'il me charge de vous présenter ses excuses et de vous saluer tous en vos grades et qualités. Monsieur le préfet, je salue par ailleurs cette initiative qui permettra aux jeunes générations de connaître l'un des serviteurs de notre histoire, la Côte d'Ivoire. Aussi, il remercie et félicite particulièrement le professeur Jean-Noël Loukou et les autres personnes qui l'ont accompagné dans cette organisation. C'est sur ces notes que je déclare au nom de Monsieur le Préfet ouvert la journée d'études en hommage au président Auguste Denisle. Je vous remercie. Merci, Monsieur le représentant de Monsieur le Préfet de région, préfet du département de Yamoussoukro. À ce moment précis, nous devons être sur l'esplanade pour une photo de famille. Le fait que le centre n'est pas encore prêt. Il y a aussi dehors une exposition grande ouvrage sur Auguste Denisle. Les livres sont à 10 000 francs, c'est rien du tout. Pour ce qui est, 10 000 francs, c'est pas cher payé. À la suite de la séance photo, nous reviendrons dans la salle pour le début des travaux, pour le panel 1. Et pour ce premier panel, il y aura 6 communications. Pour l'après-midi, il y aura 8 communications. Donc c'est un ensemble de 14 communications qui vont avoir lieu ce jour
et toutes ces communications seront consacrées à la vie de l'homme illustre qu'est Odysseus Denise. Donc, sous la conduite du protocole de la Fondation, je vais demander à la table des séances et à toutes les personnalités. Ah, d'accord. On me fait dire que la chambre est prête. Bon, trouvez bien le micro. Dès mes premières paroles, d'adresser publiquement un message cordial et de respectueux attachement à notre ministre d'État, Houphouët-Boigny, qui, comme nous, regrette de ne pouvoir, en raison de ses lourdes charges, être avec vous aujourd'hui. Que notre pensée commune soit pour lui le témoignage de notre profonde gratitude et un encouragement à l'immense tâche à laquelle il ne cesse de consacrer le meilleur de lui-même. Il m'a chargé d'adresser son message du 15 mai 1957 de totale confiance dans l'avenir lumineux et prospère de notre Côte d'Ivoire bien-aimée, chaînon de la fraternelle communauté franco-africaine. Je me dois de vous avouer que j'ai quelque mal à me persuader que je représente un pouvoir qui n'est pas celui dont j'ai été depuis 10 ans un des porte-parole. Je fais effort, me retrouvant parmi vous, pour me convaincre que par votre combat, vous m'avez élevé à un poste dont les responsabilités accrues m'obligent à m'adresser à vous avec plus de solennité. C'est qu'à vrai dire, notre apprentissage d'homme d'État n'est encore que bien court, que notre conseil de gouvernement a encore beaucoup à apprendre, beaucoup à travailler, avant de pouvoir assurer pleinement le rôle que vous lui avez confié. En préface au compte-rendu des travaux du Conseil de gouvernement, nous vous présentons en démocrate soucieux d'associer à son action les élus de notre territoire. Nous tenons à rendre hommage, ayant en main toutes les données du problème et tous les résultats acquis à l'œuvre accomplie par l'administration qui a eu la charge de notre pays pendant de longues années. Cet hommage s'adresse plus directement à notre chef de territoire et président de conseil de gouvernement, le gouverneur Denat, qui, avec une parfaite objectivité, avait dressé à votre dernière session un tableau total de l'état économique, financier et social du territoire. Ce tableau, nous le faisons nôtre et nous entendons aujourd'hui le reprendre à notre compte. Cette base de départ assurée par notre gouvernement, nous avons d'abord porté nos efforts sur la mise en place des institutions nouvelles tout en assurant le démarrage de l'action gouvernementale. Cette période d'installation et de démarrage
s'est situé dans un climat d'une totale compréhension de tous les services. Les concours combien précieux du chef de territoire que nous assurons de notre bien vive reconnaissance pour son aide discrète et efficace et pour l'élan qu'il a su créer chez tous les fonctionnaires et agents relevant de son autorité, à qui nous adressons nos vifs remerciements pour leur loyalisme. C'est ainsi que matériellement, les ministres se sont installés ou s'installent encore dans des conditions souvent précaires, souvent insuffisantes et toujours dépourvues de tout luxe et de tout luxe. Chaque ministre a reçu les plus larges délégations du chef de territoire pour assurer pleinement les responsabilités des affaires de son département. Le travail ainsi s'est organisé. Chaque semaine, notre conseil du gouvernement tient conseil de cabinet et conseil des ministres. Son secrétariat général assure maintenant sa vie administrative et juridique en attendant qu'il puisse se compléter par des actions de documentation et de législation. S'agissant des pouvoirs qui président à l'ensemble des responsabilités du territoire, notre Conseil pense qu'il faut nettement définir un état d'équilibre entre eux. Il entend faire respecter toutes les prérogatives des élus à tous les échelons et interdire toute immixtion de qui que ce soit dans l'accomplissement de leur mandat. Respectueux des pouvoirs de votre Assemblée, il assurera la complète application de la loi cadre en s'y conformant totalement à votre égard. Corrélativement, il souhaite assurer pleinement l'exercice de l'exécutif interne, considérant que votre confiance l'y a placé pour assurer totalement ses responsabilités. Si tout le monde a suivi avec moi, je pense qu'il s'agira d'un véritable discours du programme, prononcé par le président Auguste Denis. À travers cette intervention, il a successivement mis l'accent sur la responsabilité des membres de son institution, de l'institution dont il a la charge. Il a ensuite décrit les enjeux de l'institution, il a indiqué le programme, il a rappelé la souveraineté de l'institution en jetant très tôt les jalons de ce que sera plus tard le développement économique et social de la Côte d'Ivoire, en proposant déjà comme solution la recherche scientifique, la formation professionnelle, l'enseignement supérieur, etc. Tout ceci dans une élégance langagière et souveraine. Je vous remercie. Du délit concernant la réforme du Conseil général. Retenons qu'à l'occasion de la session ordinaire du Conseil général de 1 mars 1947, le président Denis a fait une plaidoirie auprès des autorités compétentes en vue de la réforme de l'Assemblée parlementaire ivoirienne. Selon lui, l'institution du Conseil général de Côte d'Ivoire a suscité beaucoup d'espoir. Sa mise en place répondait à un double objectif. Il permettait au pays d'abord de rattraper son retard et ensuite aller de l'avant dans l'envoi du progrès. Auguste Denis a pensé à un moment donné que la métropole avait permis aux élus de conduire la plus rude réforme que le territoire connaisse. Mais les attributions du Conseil général sont si réduites. Les droits des élus sont si limités que l'on peut se demander si le Conseil général n'est pas tout simplement une assemblée parlementaire de seconde ordre. Dans tout ce discours, on retient quelques éléments caractéristiques que nous allons énumérer rapidement. Au niveau de la politique, bien sûr, du Denis. Le premier trait qui caractérise sa vision, sa pensée politique, a trait à l'expression de sa reconnaissance à la France et aux chefs du territoire qui ont emporté jusque-là l'épanouissement aux Africains. Cela est perçu à travers les lignes qui suivent. Les populations se réveillant de leur sommeil ont réalisé que le souffle d'un génie puissant, celui de la France, les avait touchés dans ses effluves. Leur confiance, leur scepticisme se sont dissipés, tellement dissipés que récemment, elles ont poussé cette immense clameur de joie qui retentit encore quand il leur fut annoncé que la France les avait englobés en son sein. Présentement, ces populations confondent dans le même amour la France et la Côte d'Ivoire. Félicitations.
Englober la Côte d'Ivoire au sein de la France signifie que le territoire fait partie de l'Union française depuis le vote de la Constitution du 27 octobre 1946. Denise fait référence à l'article 60 de la Constitution qui stipule que l'Union française est formée d'une part de la République française qui comprend la France métropolitaine, les départements et les territoires d'outre-mer, d'autre part, des territoires et des États associés. Le deuxième trait de la stratégie politique d'Auguste Denis est sa grande culture historique acquise à la fois par l'éducation reçue au niveau familial, à l'école, au cours de sa vie professionnelle et de son engagement politique. Parlant en effet des hésitations de la métropole à propos de l'application des réformes de l'Assemblée locale, Auguste Denis avance. Et cette jeune Côte d'Ivoire, qui sait apprécier à leur juste valeur les progrès réalisés, vivre tout entière de l'impatience et de l'impétuosité des jeunes, elle voudrait voir l'évolution sur une cadence plus accélérée afin de rattraper, si possible, le temps qu'on lui a parfois fait perdre. Le temps perdu ne se rattrape pas d'un adage, mais si jeune, si débordante de vitalité, ne peut-on pas la laisser essayer, à condition de la bien guider? Roosevelt ne disait-il pas, lorsque se posaient des problèmes difficiles, on peut essayer. Essayons donc, nous aussi. Mais pour essayer, il faut bien des possibilités. Félicitations. D'autres traits caractéristiques de la pensée de Denis qui n'a pas prononcé peut-être le jour de ce discours-là, n'apparaissent pas ici comme le dit, mais méritent d'être évoqués. C'est cela que nous avons nommé le troisième pilier de son action politique, qui est caractérisé ou qui repose sur l'adaptation de son discours à l'actualité. Après les événements de 49 et 50, en effet, il dénonça avec véhémence la pratique peu humaine de l'administration coloniale qui voulait déposséder les autochtones de leur richesse. Vous trouverez cette partie-là dans notre ouvrage à la page 40. Le quatrième trait de cette philosophie a trait à sa franche collaboration avec Houphouët-Boigny. On retient un témoignage de Philippe Yassé qui dit: je voudrais pouvoir vous dire combien pendant 10 ans nous avons de long de près apprécié unanimement votre autorité, la constance du climat de franche collaboration que le ministre vous-même avez si bien entretenu entre les conseillers des deux collèges. La confiance, attention, dont vous êtes l'un des principaux centres d'intérêt de la part de ceux qui peuvent encore hésiter à nous tendre la main. Félicitations. Le combat entamé par Denis pour la réforme de l'Assemblée locale ivoirienne est poursuivi 4 ans plus tard par Houphouët-Boigny au palais Bourbon illustre ce quatrième pilier. Ce qui confirme la thèse selon laquelle Houphouët et Denis sont des compagnons de lutte des APEO. La preuve, le combat pour la réforme des assemblées parlementaires d'outre-mer a été mené également par Houphouët au palais Bourbon. Le 22 juillet 1947, le député de Côte d'Ivoire a interpellé l'Assemblée nationale française sur la nécessité de proposer une loi relative aux assemblées locales. Ce jour-là, il a affirmé en présence du ministre de l'Éducation nationale et des députés qu'il est toujours vrai que chaque échaudé craint l'eau froide. Cette pensée puisée de la sagesse africaine traduit les inquiétudes des élus d'outre-mer face au refus du vote du projet de loi relatif aux assemblées locales. Grâce aux actions menées simultanément par Houphouët et Denis, l'Assemblée nationale a décidé d'examiner le projet de loi relatif aux assemblées locales le 22 novembre 1951. Finalement, la dite loi a été votée au lendemain, c'est-à-dire le 23. Que retient-on du combat de Denis pour la réduction des gaz secs? Le président Denis et l'ensemble des conseillers généraux souhaitent la réduction de l'effectif des gaz secs. Ils l'ont exprimé à travers un courrier lu par le président lui-même devant les conseillers le lundi 31 mars 1947. Leur démarche est motivée par une raison essentielle: la réduction des dépenses obligatoires entraînées. Objectif. Bon. Il
Il s'est battu pour réduire l'effectif des GACEC parce que pour lui, la présence des GACEC était le prolongement, la continuation du travail forcé. Donc tant que les GACEC étaient maintenus, étaient un grand nombre, ça signifie parce que ce sont les GACEC qui retournaient plus la population. L'ordre était donné par les gouverneurs, mais les GACEC descendaient sur le terrain pour mater. Les GACEC c'était des noirs, pour mater, maltraiter leurs frères. En somme, on retient que le combat de Denise, premier président de l'Assemblée parlementaire de Côte d'Ivoire, s'articule pour la défense des intérêts du territoire. Dans sa quête pour l'émancipation des colonisés, il se penche sur la réforme de l'Assemblée parlementaire qu'il dirige en main de maître. Le président Denise s'est également battu pour la réduction des GACEC, chargé de faire régner la terreur au cours des travaux forcés dans les différentes circonscriptions. C'est à juste titre que notre maître, M. Jean-Louis souligne au panthéon de nos héros nationaux, Denise doit avoir la juste place qu'il a méritée par son engagement politique réussi, son nationalisme et son patriotisme. Je vous remercie. Avec vous, ça va faire. Vous avez bénéficié de 2 minutes supplémentaires. Alors, on retient des activités parlementaires du président Auguste Denise, l'examen surtout du règlement intérieur de ce Conseil général, composé de 47 articles. Au cours de ces activités, il a surtout interpellé la métropole sur la nécessité d'appuyer et de soutenir cette institution locale afin qu'elle puisse jouer effectivement son rôle. On a aussi remarqué dans cette communication l'expression de la reconnaissance du président Auguste Denise envers le président Houphouët-Boigny et la complicité qui a pu régner entre les deux hommes. Et relativement à la précédente communication, on voit ici pourquoi le président Félix Houphouët-Boigny, si futé, si habile, a dû susciter l'espoir d'une nation en tant que secrétaire, puisqu'il était convaincu de ses qualités morales et humaines. Alors, un dernier élément, oui, je pense que c'est l'essentiel à retenir de cette communication du docteur Kouakou Marcel. Merci bien. Je pense que le troisième est toujours par là. On va donc passer à la communication du professeur Nguessan Mohamed Boubacar qui va porter sur dernière marche de la Côte d'Ivoire avec les colons de 1958 à 1960, parfaite identité de vue entre Félix Houphouët-Boigny et Auguste Denise. Professeur Nguessan Mohamed, vous avez la parole. Je n'ai pas dit 3 petites préoccupations. La première s'adresse à Mme Richemont, Maître Richemont. Dans le discours qu'elle vient de lire, on se rend compte que le président Auguste Denise, c'est plutôt Sandra, Madame Sandra Richemont. Excusez-moi. Voilà. Le président Auguste Denise accordait beaucoup d'intérêt à l'état civil. Vous avez parlé de l'état civil. Alors moi, je voudrais poser la question, savoir quelle a été la portée de son action à ce niveau. Puisque quand la Côte d'Ivoire est sortie de la période coloniale, il s'est encore posé ce problème d'état civil en Côte d'Ivoire. Le président Houphouët-Boigny a naturalisé des populations, certaines populations de la Côte d'Ivoire qui étaient venues, qui se sont installées pendant la période coloniale. Le président Bédier a suivi en 1996, mais malgré tout ça, le problème s'est toujours posé. Ça, c'est la première question. La deuxième question s'adresse à M. Kouadio, à Dr Kouadio Clément. Il a parlé d'humiliation subie par le président Auguste Denise. Alors moi, je me demande bien si le terme n'est pas un peu inapproprié. Parce que quand on voit un peu les interventions des uns et des autres,
on sent plutôt une certaine complicité entre Houphouët-Boigny et Auguste Denis. Il le soutient, comme quelqu'un l'a dit tantôt, il le soutient au poste de secrétaire général du PDCI-RDA. On le voit aussi avec les similitudes au niveau de la communauté franco-africaine. Et puis, à la session de la Côte d'Ivoire à l'indépendance, il a été nommé ministre d'État à vie. On le considérait même si ce n'était pas prévu par la Constitution, mais on le considérait même comme... Il était pratiquement le vice-président de la Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que là, quand on emploie le terme humiliation, je me demande bien à quel moment de sa vie politique il a été véritablement humilié? Et est-ce que le monde n'est pas un peu inapproprié? Est-ce qu'il n'y a pas un autre terme qu'on pouvait utiliser? Peut-être frustration. Voilà. Ça, c'est la deuxième préoccupation. La troisième renvoie un peu au titre de l'ouvrage. Le titre de l'ouvrage, un homme, Auguste Denis, un homme d'État ivoirien méconnu. Vous savez. Merci au professeur de nous faire partager ce genre de journée. Cela, vous voyez, il y a beaucoup d'élèves ici, beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes aussi. Cela participe de notre connaissance des anciens, de tous ceux qui ont bâti la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est très important. Le deuxième mot de remerciement va au professeur Badiou Desson et à toute sa table de sachants pour toutes les informations qu'il nous apporte ce matin. Nous sommes jeunes, comme je l'ai dit à l'entame ici, nous n'avons pas bien connu le président, tous ces intervenants nous montrent la grandeur même de ce corps-là. Et pour cela, nous vous disons merci. Merci pour la connaissance que vous nous apportez. Mes questions, ce sont des questions de citoyens lambda, des questions très simples. Avec tout ce que j'ai appris ce matin, avec tout ce passé aussi riche et actif pour la marche vers les indépendances, je me demande toujours pourquoi ce président-là est si peu connu. Pourquoi, par rapport au Philippe Yassé, au moment de Koulibaly, dont on avait vraiment entendu parler, pourquoi est-il si peu connu? Ma deuxième question, c'est ce que cache, il y a un panéliste qui a parlé qui nous a dit qu'il avait été nommé ministre d'État à vie. Voilà. Je me demande, mais que cache cette terminologie? Était-ce une reconnaissance politique ou bien un deal entre le président Houphouët et le président Denise, qui était vraiment les deux faces, je dirais, sur une même pièce? Je vous remercie. Merci. Madame Sandra Richemont, lui, en fait, le discours programme du président Denise, il venait d'être nommé vice-président du Conseil de gouvernement au mois de mai 1957. Je voulais poser la question de l'état civil, ça a été déjà posé, parce que le problème se pose toujours, vous avez entendu ce qu'il a dit, le problème de l'identification des populations ivoiriennes, le problème de l'existence d'un état civil fiable. La question a été déjà posée. J'en viens à la communication du docteur Badiou et autrement, je voudrais réagir sur deux points. Il a dit que c'est parce que Denise avait le statut de citoyen français que ses supérieurs hiérarchiques lui ont donné de bonnes notes. Non, c'est parce qu'il était tout simplement un excellent médecin. Et Félix Houphouët-Boigny, qui n'était pas citoyen français, avait également ses appréciations élogieuses là aussi, parce qu'il était excellent médecin. Vous savez, les colonisateurs, ils avaient leurs défauts, mais ils ont des règles. Quand il s'agit du travail, si vous ne faites pas votre travail, on ne vous donne pas des appréciations élogieuses. Et partout, Denise a servi au Sénégal comme en Côte d'Ivoire, tout le monde a reconnu qu'il a été un excellent médecin. Le deuxième point, vous avez parlé de son retrait en faveur de Félix Houphouët-Boigny. Si je dois résumer la chose, les Ivoiriens disent qu'il n'y a pas deux caïmans dans un marigot. En 1959, au moment où on doit accéder à l'indépendance, il y avait deux figures emblématiques, c'était Houphouët et puis Denise.
il fallait faire un choix. Et c'est ce qui a été fait. Et Denise a laissé tomber son ambition personnelle pour l'ambition collective de créer une nouvelle nation. C'est ça qui explique ce qui s'est passé. Moi-même, Frédéric s'est interrogé justement pourquoi on a choisi Denise comme secrétaire général du PDCI. Je vois 5 raisons. La première, ce sont d'abord ses qualités personnelles. On l'a dit, quelqu'un d'intègre, de travailleur, de cultivé dans la culture française, mais aussi dans sa culture traditionnelle baoulée. Il connaissait bien les us et coutumes baoulées, il parlait de la langue baoulée. Donc c'était un homme cultivé. C'était aussi un excellent orateur. On a eu la chance de l'écouter à plusieurs fois. C'est quelqu'un qui faisait de très beaux discours. C'était un excellent orateur. Ça compte quand vous voulez être le secrétaire général d'un parti. Et puis c'était quelqu'un du juste milieu et affable qui arrondissait les angles. Donc ça aussi c'est important pour pouvoir rassembler les hommes. La deuxième raison, c'est son statut de citoyen français. On savait que l'administration coloniale allait réagir avec la création du mouvement anticolonialiste, mais comme il était citoyen français, on ne pouvait pas l'attraper comme n'importe quel indigène et puis le mettre en prison. Donc en le choisissant aussi, c'était une façon pour le parti d'avoir quelqu'un qu'on ne pouvait pas arrêter sans raison à tout moment. La troisième raison, elle m'a été donnée par Oufouette lui-même. J'ai eu la chance de l'interviewer. J'ai reproduit cette interview intégralement dans Fraternité Matin de 1986, pour ceux qui veulent lire toute l'interview. Il m'a dit qu'ils ont été 2 à la création du PDCI, à avoir financé le PDCI. Denise et lui. Quatrième raison, c'est que Denise est du centre. Vous savez que sa mère est baoulée, de la région du Midi d'Assunto. Or, la base sociologique du parti naissant, c'était le centre. Donc ça aussi, c'était important. Et puis bien sûr, il y a l'amitié, je dirais même plus que l'amitié, la fraternité entre Denise et Félix Houphouët. Vous voyez que tout le monde n'est pas loin de Yamoussoukro. Les 2 ont fait les mêmes écoles. Bourré, l'école de médecine, c'était pour les 2 médecins. Voilà, je pense, des raisons objectives qui ont permis à Houphouët de proposer et de faire choisir Auguste Denis. Docteur Kwaku Yao, vous avez parlé des activités parlementaires de Denis, qui étaient axées sur la défense des intérêts du territoire. Il y a eu un débat sur les grandes concessions foncières accordées aux colons. Et c'est Jean-Baptiste Mouquet qui a mené la charge. Mais Denise était à cette époque-là président du Conseil général. Docteur professeur Nissan Mohamed, il a bien insisté sur le fait que Denise a mené toute la campagne du référendum. Pourquoi oublier que jusqu'en 1959, Félix Houphouët-Boigny était en France. Il était député. Ensuite, à partir de 1956 jusqu'à 1959, il était ministre du gouvernement français. Donc celui qui faisait le travail sur le terrain, c'était Auguste Denis. Et pour la campagne du référendum en 1958, celui qui a sillonné toute la Côte d'Ivoire pour faire campagne pour lui. Et l'identité de vue de Denise et du Houphouët-Boigny, ça a porté sur plusieurs questions. Par exemple, quand il y a eu le désapparentement, il y en a qui n'étaient pas d'accord, les Mouquet, les Gricani, etc. Ceux qui ont soutenu Houphouët-Boigny, en tête, il y avait Auguste Denis. Quand il a fallu choisir également la communauté, c'est Denis qui a soutenu l'opposition de Félix Houphouët-Boigny. Voilà un petit peu quelques questions et quelques remarques que je voulais faire. Je vous remercie. Le thème de la réflexion sur la politique agricole du gouvernement d'Auguste Denis, production, exportation et commercialisation du café et du cacao de la Côte d'Ivoire, entre 57 et 58. Alors pourquoi le choix de ce sujet? 2 petites raisons
explique le choix de ce sujet. D'abord, le café et le cacao sont deux principales matières premières sur lesquelles repose l'économie de la Côte d'Ivoire depuis l'époque coloniale. Cependant, entre 1955 et 1957, on observe quelques irrégularités, voire une régression au niveau du taux de production de ce vignoble. Aussi, à l'analyse de la politique du gouvernement d'Auguste Denis entre 1957 et 1958, l'on remarque que l'agriculture, en l'occurrence le binôme café-cacao, figure en bonne place. Alors nous nous sommes demandé comment le gouvernement d'Auguste Denis s'y prend pour tenter de redynamiser la filière café-cacao entre 1957 et 1958. L'objectif de cette analyse, il s'agit d'essayer de montrer les stratégies mises en place par le gouvernement Auguste Denis pour développer la filière café-cacao. Pour ce faire, nous organisons notre réflexion autour de 3 points essentiels, 3 centres d'intérêt seulement. Le premier centre d'intérêt examine les difficultés liées à la production du café et du cacao et les mesures visant à l'amélioration de la qualité des produits. Le second point met l'accent sur les exportations du café et du cacao. Et le dernier point, le dernier centre d'intérêt, traite de la commercialisation du café et du cacao. Pour ce qui est du premier point, à savoir les difficultés liées à la production et les mesures visant à l'amélioration de la qualité. Concernant les difficultés liées à la production, nous pouvons les regrouper en quelques points. Par exemple, l'insuffisance ou manque d'éducation et d'encadrement technique des producteurs. Nous avons des producteurs qui n'avaient pas certaines notions au niveau de la production. Il y a l'attitude aussi réfractaire de certains producteurs aux réformes et changements des habitudes anciennes pour adopter des comportements nouveaux. Quand bien même qu'il y aurait des personnes pour pouvoir les aider dans ce sens, pour pouvoir essayer de moderniser un peu l'agriculture, il y a bien des producteurs qui demeurent réfractaires, qui aimeraient perpétuer leur ancienne méthode de production parce qu'ils trouvent peut-être ce qu'on leur montre envie de moderniser la production, ils trouvent un peu compliqué, donc ils pouvaient rester dans leur production, leur méthode de production ancienne. Il y a aussi le vieillissement des vergers. Le rythme de disparition des arbres âgés se précipite. La grande majorité des plantations sont en effet très âgées et la sécheresse survenue en 1956 a provoqué la disparition de très nombreux arbres trop vieux pour résister à des mauvaises conditions climatiques. De façon succincte, ce sont les difficultés que rencontre l'agriculture, ou du moins sur le secteur café-cacao. Donc, je récapitule, il y a l'insuffisance d'éducation, l'insuffisance d'encadrement des producteurs, il y a le vieillissement des vergers et l'attitude réfractaire de certains producteurs. En matière d'amélioration des qualités, qu'est-ce qui est fait par ce gouvernement pour essayer de garantir la qualité de la production agricole et la production du café-cacao ivoirien? L'amélioration de la qualité a été le résultat des efforts qui se sont manifestés tant au stade du producteur qu'au stade des exportateurs. Au niveau des producteurs, il s'agit de leur fournir au niveau de la production du café d'abord, parce qu'il y avait le café et le cacao. Donc, qu'est-ce qui est fait au niveau du café et au niveau des producteurs pour améliorer la production du café, la qualité de production du café? Il leur a été, des équipements leur ont été fournis. Par exemple, les planteurs disposent d'un nombre de plus en plus élevé de décortiqueurs pour pouvoir améliorer la qualité de leur production. Au stade des exportateurs, il y a eu la création d'usines pour un meilleur reconditionnement des produits, pour garantir la qualité. Donc, il s'agissait de mieux conditionner le café pour garantir la qualité. Ensuite de ces mesures au niveau des exportateurs et des producteurs, il y a eu aussi des décrets. Des décrets qui ont été pris pour pouvoir, pour ne pas dire des arrêtés, des arrêtés qui ont été pris pour pouvoir emmener ces producteurs et ces exportateurs-là
à faire des efforts pour pouvoir produire pour pouvoir avoir des produits de qualité vraiment venant de la Côte d'Ivoire. Donc il y a eu le décret de l'arrêté du 16 juin 1957, il y a eu aussi l'arrêté d'abord du 20 mai 1956 et du 16 juin 1957. Au niveau de la production, de l'amélioration de la qualité du cacao, ici il s'agissait de sensibiliser les planteurs afin qu'ils puissent apporter plus de soins à la fermentation et au séchage des fèves du cacao. Nous passons au deuxième point de notre intervention qui porte sur les exportations du café et du cacao. Au niveau des exportations du café et du cacao, ce que nous pouvons dire est que les États-Unis s'affirment comme les principaux marchés étrangers pour le café de Côte d'Ivoire. À côté se trouvent d'autres comme la France, l'Italie et l'Afrique du Nord. Au niveau de l'exportation du cacao, c'est les mêmes canaux d'exportation. La Côte d'Ivoire est donc étroitement tributaire de l'étranger pour ses ventes de cacao. Parmi ses principaux clients figurent la France, les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie, la Hollande et l'URSS. Au niveau de la commercialisation concernant le café. Concernant le café, quelles sont les mesures qui ont été prises pour une bonne commercialisation? D'abord, au cours des deux dernières traites, c'est-à-dire de 56 à 57 et de 57 à 58, la commercialisation s'est déroulée sous le régime du contrôle de la caisse de stabilisation et s'est caractérisée par la rapidité des opérations, ce qui n'était pas le cas peut-être auparavant. Les producteurs aussi ont été sensibilisés au prix. Donc, ce qui fait que les produits ont été rapidement vendus au lieu d'être stockés sur de longues périodes. En conclusion, nous pouvons dire que le café et le cacao rencontrent des difficultés au niveau de la production, de l'exportation et de la commercialisation. Elles se sont aggravées progressivement jusqu'à la fin de 1956-1957. Pour faire face aux difficultés que rencontre cette filière, le gouvernement Denise a pris des mesures visant à mettre l'accent sur la qualité de la production caféière et cacaoyère, son exportation et sa commercialisation en Europe et aux États-Unis furent les principaux points de cette politique. Je vous remercie. S'est tenue à Yamoussoukro une journée d'études en hommage au président Auguste Denis, organisée par la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Cette rencontre scientifique a réuni des hommes politiques, des universitaires, des étudiants, des personnalités de la société civile, avec la présence fort remarquée de la famille du célébré, était de pérenniser la mémoire du président Auguste Denis, homme d'État ivoirien et compagnon de route du président Félix Houphouët-Boigny. Cette célébration s'inscrit dans une politique globale d'immortalisation des anciens collaborateurs du premier président de la République de Côte d'Ivoire dont les mérites ne sont pas suffisamment mis en évidence. Ce rapport de synthèse rend compte de la cérémonie d'ouverture et du déroulement des travaux. La cérémonie d'ouverture, 3 allocutions ont ponctué la cérémonie d'ouverture. Ouvrant la série des allocutions, M. Wilson Begré, représentant le maire de la commune de Yamoussoukro, M. Kakou Gambé, après des mots de bienvenue, s'est réjoui du choix de Yamoussoukro pour la célébration de l'illustre compagnon de Houphouët-Boigny, qu'il espère mieux connaître au thème de cette journée d'études à travers les nombreuses contributions scientifiques. Intervenant à la suite de M. Wilson Begré, le professeur Jean-Noël Loukou, secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, a salué l'ensemble des participants pour leur présence avant de situer l'enjeu de cette rencontre scientifique, faire connaître Auguste Denis, ancien compagnon de route du président Félix Houphouët-Boigny, et réfléchir sur la place du personnage historique de l'individu dans l'histoire qui a été et est toujours sujet à débat au sein de l'historiographie française et mondiale.
Clôturant la série des allocutions, Maître Stéphane Richemont, représentant la famille Auguste Denis, a témoigné toute sa reconnaissance et celle de sa famille à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, plus particulièrement au professeur Jean-Noël Loukou et à ses collaborateurs pour avoir consacré cette journée d'études à l'œuvre du président Auguste Denis. Au terme de ces allocutions, M. Nyamouran Marius, représentant M. Brou Kwaku, préfet de région et préfet du département de Yamoussoukro, a déclaré ouvert la cérémonie d'études en hommage au président Auguste Denis. Après donc cette présentation de la cérémonie d'ouverture, les travaux donc ont été ouverts. Je vais donner un résumé, n'est-ce pas, des différentes communications qui ont été enregistrées. Nous avons enregistré dans l'ensemble 14 communications réparties en 2 panels, 6 communications pour le panel 1 et 8 communications pour le panel 2. Le panel 1 avec les 6 communications a porté essentiellement sur l'œuvre politique d'Auguste Denis, donc Auguste Denis en tant qu'homme politique. Et nous avons un panel 2 qui a parlé donc du gouvernement d'Auguste Denis face aux défis économiques et sociaux. Le rapport donc sera mis à la disposition des uns et des autres plus tard pour en connaître donc le contenu. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Cette journée d'études a permis de cerner un peu plus la personnalité de l'un des plus illustres compagnons de route du président Félix Houphouët-Boigny. Auguste Denis, l'homme politique efficace. Auguste Denis, acteur de la promotion économique et sociale de la Côte d'Ivoire. Auguste Denis, l'homme discret, doté d'un sens élevé du sacrifice pour le bien-être de tous et d'un mouvement dépourvu de tout esprit de vengeance, sont autant de facettes de l'homme que les différentes communications ont permis de découvrir. Comment ne pas utiliser dans ce cas cette réflexion du professeur Jean-Noël Loukou qui disait, et je cite, « Au panthéon de nos héros nationaux, Auguste Denis doit avoir la juste place qu'il a méritée par son engagement politique réussi, son nationalisme et son patriotisme, ses vertus d'homme de bien et d'honneur. » Fait Yamoussoukro le 30 janvier 2019. À la famille Bani, représentée ici par François Bani, aux familles alliées et amis. Je remercie sincèrement mes collègues d'Abidjan, de Bouaké et de Daloa, les membres du comité scientifique, les membres du comité d'organisation et les rapporteurs. Je remercie enfin les étudiants de l'Institut national polytechnique. Ils ont dû partir parce que leur programme demandait qu'ils soient à l'Institut avant 19h. Le rapport général de la journée, le professeur Yapi vient de nous le dire, donne toute la substance scientifique de cette journée. Je demanderai simplement à tous ceux qui ont fait des communications de les revoir et de nous les faire parvenir à la fin de l'année, fin décembre, de sorte qu'on puisse faire une publication en 2020. La Fondation s'emploiera dans ses programmes comme dans ses rencontres scientifiques à faire connaître non seulement le donateur de cette fondation, mais également tous ses compagnons et toutes les personnalités illustres de notre histoire. Et comme je l'ai dit, dans nos missions, nous devons aussi étudier toute l'histoire de l'Afrique et je compte sur vous tous, les enseignants des universités de Côte d'Ivoire pour cette tâche. Je profite de l'occasion pour lancer un appel à toutes les familles, à tous les anciens, les parents des anciens collaborateurs du président Houphouët-Boigny. Si ces personnes ont des archives, des documents, des photos, qu'on puisse avoir accès à ces. Avec les techniques modernes actuelles, nous pouvons numériser toutes ces archives et vous laisser les originaux. Si vous nous offrez aussi les originaux, j'ai des kilomètres de rayonnage. Si vous avez le temps de visiter la fondation, où vous voyez toujours les choses en grand. Je peux avoir jusqu'à 1 million d'ouvrages à garder ici. Donc, si vous avez des archives, essayez de nous les ouvrir. Si vous voulez nous les donner, ça sera très bien gardé. Et si vous voulez les conserver, vous pouvez nous autoriser à les numériser de sorte que les étudiants, les chercheurs qui viennent puissent avoir de la documentation.
Je ne voudrais pas vous retenir plus longtemps. Je vous réexprime notre profonde gratitude, mes collaborateurs et moi. Si vous avez constaté quelques désagréments à l'organisation de cette journée, veuillez ne pas nous en tenir rigueur. Nous essayons chaque fois de donner le meilleur de nous-mêmes et nous ferons mieux la prochaine fois. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et un bon retour dans vos familles respectives. Je vous remercie. Je vous remercie.